Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h22 avec nous ce matin, Paul Melun, qui est conseiller stratégique, essayiste, chroniqueur, président de Souverain Demain. Et ce livre, Souverain Demain, manifeste pour une France indépendante, écologique et innovante, aux éditions Marie-Bé. Bienvenue, oui. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Il y a une petite préface. Vous expliquez, en fait, vous tentez de vous justifier pourquoi vous parlez de souveraineté, non? Oui, un petit peu, parce que si vous voulez, ça fait quand même 30 ou 40 ans que le mot souveraineté, renforcer nos souverainetés, c'est quasi criminalisé, que lorsque vous parlez de faire nation, de patriotisme, on vous classe à la droite de l'échiquier politique. Alors moi, venant de la gauche de l'échiquier politique, vous comprenez un petit peu le dilemme, et mes contradicteurs pourraient dire, bah tiens, c'est bien, il est passé à droite parce qu'il parle de souveraineté, de patriotisme. Bah non, on peut être de gauche et parler de souveraineté et de patriotisme. J'irais même plus loin, je crois que c'est consubstantiel de l'héritage de la gauche depuis le 19e siècle. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous faites référence à certaines déclarations au principe de toute souveraineté, dès le début, bien sûr. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément de la nation. Bien sûr. Vous remettez la nation, en fait, au cœur, justement, de ce livre. Tout à fait. Je crois que toutes les grandes civilisations se sont construites avec des limites, avec des règles, avec des frontières. Et ça, c'est consubstantiel de l'humanité. Oh là, mais attendez, quelqu'un de gauche qui parle de frontières, ça va pas, ça, non? Exactement, vous voyez, vous avez tout de suite mis le doigt sur ce qui pourrait m'être reproché. Et pourtant, les frontières existent depuis fort longtemps. Elles sont, si vous voulez, partie intégrante des grandes civilisations. Vous prenez par exemple l'Empire romain avec le Limès, le mur d'Adrien, vous prenez la Grande Muraille de Chine, vous prenez, mais tous les régimes de la France, finalement, que ce soit la Troisième République, la Quatrième, l'Empire, l'Ancien Régime. En fait, nous avons toujours consacré l'importance des frontières, et même dans un livre de Jean Jaurès comme L'Armée Nouvelle, Jean Jaurès fait un formidable appel au patriotisme. Il évoque une armée qui ne serait pas forcément qu'une armée de métier, mais aussi une armée prolétaire. Vous voyez, c'était ça les combats de la gauche. C'était pas plus d'armée, c'était une autre armée. C'était pas plus de France, c'était une autre France. Vous voyez, mais dans les frontières qui étaient les nôtres, qui étaient celles de la nation. Et c'est là qu'il y a un changement de paradigme chez mes contemporains de gauche, qui eux ont abandonné l'idée de frontières, qui ont abandonné l'idée de nation pour une forme d'intermondialisme qui serait finalement une forme de mondialisation déguisée. Et c'est là qu'il y a cette grande jonction entre Jacques Attali et la gauche, entre des patrons d'entreprises multinationales et la gauche, et Jean-Pierre Chevènement, lui par contre, qui a été mis au rebut, mais comme à droite, ils ont mis Séguin au rebut ou Pasqua au rebut parce qu'ils étaient nationaux. Mais pourquoi ce déni de la gauche depuis tant d'années sur ces sujets? Je crois que la gauche a subi une forme de colonisation idéologique qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que ça vient de la French Theory. Ça vient de Derrida et d'Heidegger, de tous ces philosophes de la French Theory, les déconstructionnistes, comme on les appelait à l'époque, qui ont exporté leur théorie sur les campus américains. Et après, ça nous est revenu comme un boomerang en France, tant et si bien que la plupart des dirigeants politiques de gauche aujourd'hui sont colonisés par cette nouvelle pensée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la gauche est dirigée par des Sandrine Rousseau, par des gens comme ça. Sandrine Rousseau, elle n'a pas été élue en même temps, pour l'instant. Je crois qu'elle a fait très peur aux écolos et qui ne sont pas passés loin. Il y a eu 1500 ans. C'est vrai. Oui. Et à gauche, justement, ça traverse un petit peu les esprits, ce mouvement aujourd'hui. Alors moi, je suis assez positif là-dessus. Je crois que c'est en train de se réveiller. Même aux États-Unis, vous savez, il y a un réveil de la vieille gauche marxiste, etc. Un réveil, c'est le wokisme. Oui, justement, mais attendez, vous allez voir. Oui, tout à fait. Mais contre ce wokisme, y compris en Californie, etc., vous commencez à voir, j'avais lu un très bon papier dans Marianne à ce sujet-là, un certain nombre de groupes, de collectifs marxistes, de cette vieille gauche, qui tentent de revenir dans le jeu. En France, des personnes comme Fabien Roussel ou comme Arnaud Montebourg, même s'ils sont minoritaires, en tout cas dans les intentions de vote, essayent de reconquérir ce peuple de gauche qui est parti. Parce qu'aujourd'hui, la gauche, mise bout à bout, c'est à peine 25%. C'est quand même gravissime dans l'histoire de la gauche. Pourquoi? Parce que la gauche de gouvernement, la gauche social-démocrate, elle est partie chez Emmanuel Macron, et que le reste de la gauche, qui était une gauche prolétaire, une gauche, moi je viens d'une famille populaire du côté de mon papa, etc., en banlieue parisienne, eh bien eux, si vous voulez, aujourd'hui, ne se reconnaissent plus tellement dans la gauche. Et beaucoup d'entre eux, quand je parle avec eux, ils sont plutôt séduits par les idées de Marine Le Pen. Marine Le Pen, bien sûr. Éric Zemmour, mais un peu moins, il a plus de mal à venir sur les sujets sociaux. Mais en tout cas, si vous voulez, ils sont plus à gauche, ou ils sont abstentionnistes, ou ils sont partis chez Marine Le Pen. Donc finalement, puisque cette gauche-là, aujourd'hui, il faut quand même rappeler un chiffre, 1% des ouvriers votent PS. 3% des ouvriers votent écolo. Comment voulez-vous vous réclamer de la gauche lorsque vous avez ça? Anne Hidalgo, d'ailleurs, faisons une petite parenthèse sur votre livre. Anne Hidalgo, pensez-vous qu'elle pourra aller jusqu'au bout et conduire, parce que certains disent il faut peut-être penser à la débrancher. C'est quand même assez terrible alors que sa campagne ne vient que de commencer. Je ne fais pas partie de ceux qui jettent l'opprobre sur Anne Hidalgo. Elle a relevé le gant, elle y est allée, le Parti Socialiste était en bien piteux état. Elle a été préférée à Bernard Cazeneuve, ce que moi personnellement je regrette. Moi j'aurais préféré Bernard Cazeneuve, enfin c'est que mon avis.
Maintenant qu'Anne Hidalgo est en lice, effectivement, sa campagne bat de l'aile. Après, je crois que si elle fait les bonnes options, j'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'elle avait soutenu Rachel Kahn, qu'elle commençait à aller vers justement aussi ce refus du wokisme. Là, je la félicite et je dis qu'elle prend la bonne direction. Par contre, si elle se laisse effectivement récupérer sur cette néo-gauche par ceux qui lui mettent la pression à l'intérieur du parti ou à l'extérieur pour après négocier une alliance derrière les écologistes, c'est pas l'idée que je me fais du socialisme. Mais est-ce que l'image n'est pas brouillée parce qu'on ne comprend plus rien en fait? Oui, on manque de lisibilité, mais ça, c'est de la faute. C'est quoi être de gauche aujourd'hui? Moi, je crois qu'être de gauche, c'est deux choses. C'est la souveraineté populaire, d'abord. Alors que là, à la gauche, on n'en parle plus. Mais c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est des choses comme ça. C'est ce que dit Michel Onfray sur le peuple old school. C'est les territoires. C'est cette France des oubliés. C'est cette diagonale du vide. Ça, c'est la gauche. Et c'est la gauche aussi qui se soucie des inégalités sociales. En ce moment, ce qui se passe aux Antilles, par exemple, l'égalité devant le service public sur l'ensemble de notre territoire. L'État-providence, l'État-stratège, le refus de la mondialisation. Ça, c'est des marqueurs de gauche pour moi. Mais aujourd'hui, les nouveaux marqueurs de gauche, ça va être la théorie du genre, ça va être ce fameux wokisme dont on nous parle tant et qui effectivement colonise les esprits à gauche et qui ne parle pas aux Français. Pas seulement à gauche. Sont un peu de Vous avez vu, pas seulement à gauche. Lydia Guérous nous le rappelait tout à l'heure, elle est toujours avec nous. Ramayad. Oui, même Ramayad. Ramayad, en fait. Oui. Le wokisme qui Ramayad qui vit aux États-Unis, je dis pour les qui vit aux États-Unis et qui revient faire un procès à la France et à la République avec une vision wokiste, elle qui a quand même eu les plus éminentes fonctions grâce à la République qui lui a déroulé le tapis rouge. Donc on est dans l'ingratitude. Mais elle dit aussi, on ne peut pas quand même aussi contester qu'il y ait des inégalités. Le wokisme part de ça, dit-elle quand même. Mais vous connaissez un pays où il n'y a pas d'inégalité? L'objectif c'est de lutter contre les inégalités et d'aller vers une plus grande justice sociale. Moi, ce qui m'étonne, c'est que je vous ai pas entendu parler de justice sociale lorsque vous avez décrit la gauche. Pourtant, c'est un marqueur important de la gauche. Et parfois, quand je vous écoute, Paul Melun, je me dis que vous êtes de droite en réalité. Et vous êtes taquine ce matin. Non, mais de cette droite, d'une droite que moi, en tout cas, j'aime, qui n'est pas ultra-libérale, qui n'est pas forcément identitaire avec cette vision péjorative de l'identité, même si je considère que l'identité est quelque chose d'important. Il faut des repères et on a le droit de défendre la France. Et donc c'est pour ça que je pense que quelque part vous êtes en fait de droite, mais vous dire de gauche vous rend plus médiatiquement acceptable. Après, c'est me prêter une sacrée stratégie, une sacrée combinaison politique. Je suis pas Emmanuel Macron. Du tout. C'est ce que j'allais dire. C'est comme Emmanuel Macron. Oui, parce que lui, il était habile. Un coup, il était socialiste. Le lendemain. Non, moi, je crois que la souveraineté transcende les clivages politiques, ou en tout cas le clivage politique gauche-droite. Et vous avez raison de m'emmener là, parce que c'est le fond de l'affaire, en fait. Et moi, je viens de la gauche. Je le revendique. Les penseurs qui m'ont influencé, c'est la gauche. Ma famille était de gauche. Mes premiers engagements étaient à gauche. Donc, je ne peux pas renier ce que je suis au plus profond de moi-même. Et venant d'un milieu populaire, la gauche m'habite aussi. Par contre, effectivement, aujourd'hui, j'ai des jonctions idéologiques avec des personnes qui sont des gaullistes sociaux, des conservateurs sociaux, des gens qui, aujourd'hui, très franchement, je me sens beaucoup plus proche de conservateurs sociaux que de Madame Rousseau, ou voire même de Yannick Jadot. Donc, effectivement, il va y avoir, je pense, dans les années à venir, une recomposition du clivage politique, mais elle a été enclenchée par Emmanuel Macron lui-même, qui a théorisé son grand conflit entre les progressistes mondialistes, qui ne sont vecteurs pour moi d'aucun progrès par ailleurs, et le camp national ou le bloc national populaire. Et c'est là, je pense, qu'il va y avoir une recomposition de l'échiquier politique dans les années à venir. Oui. Allez, dans un instant, on va voir aussi quelques exemples de votre manifeste pour une France indépendante, écologique et innovante, souverain demain, notamment sur un plan industriel. Est-ce que c'est possible? Vous dites oui, on doit regagner en fait une souveraineté industrielle. Oui aussi, on doit avoir une souveraineté numérique. C'est mal barré pour l'instant. Allez, on voit ça dans un instant. Et vous les posez vos questions, vous savez, comme tous les jours, 0826 300 300. Est-ce que vous êtes souverainiste ou en tout cas contre? En tout cas, venez nourrir le débat avec nous dans un instant. À tout de suite. Il est 9h34, merci d'être avec nous avec Paul Melun, conseiller stratégique, essayiste, chroniqueur, président de Souverain Demain. Et pour ce livre du même nom, Souverain Demain, manifeste pour une France indépendante, écologique et innovante. Oui, c'est ça. Et notamment, Paul Melun, alors la souveraineté industrielle. Bon, évidemment, c'est revenu beaucoup dans le débat à l'occasion de la crise du Covid. Vous dites qu'on doit mettre en place une nouvelle politique industrielle dotée de 25 milliards, là, c'est ça, d'euros par an, etc. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement réalisable? Alors je le pense, et d'autant que ça a été
été budgété. Alors certains m'ont fait le reproche, certains amis m'ont fait le reproche du livre. Ils m'ont dit ce livre est un peu trop techno par certains aspects. C'est vrai. Et c'est une critique que je prends à mon compte parce qu'effectivement j'ai beaucoup d'amis qui ont écrit là-dedans et qui sont des chefs économistes, etc., qui sont des gens très sérieux et qui ont essayé de travailler parce qu'on a une image souvent assez déplorable. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais du souverainisme en disant ce sont des intellectuels, des gens hors sol, ceci, cela. Moi j'ai fait appel à des amis qui sont agriculteurs, qui sont dans les territoires, qui connaissent ces sujets, la société civile et aussi des technos parce qu'on en a besoin. Donc après sur l'industrie, effectivement, depuis 40 ans, on a fait des choix opérationnels qui pour moi n'étaient pas les bons, c'est-à-dire qu'on a tertiarisé, vous savez, on a délocalisé nos usines, nos entreprises, on considérait que l'industrie ça polluait, que c'était pas forcément beau visuellement dans le paysage et donc on a décidé progressivement d'être des esprits, des cerveaux en pensant que les Chinois feraient des paires de chaussettes et nous on réfléchirait au Airbus. Voilà, une société de service. Moi c'est un mouvement que je déplore et aujourd'hui on en paye les conséquences. Le Covid nous l'a montré, on le voit aujourd'hui. Moi vous savez, je vois en Deux-Sèvres près de chez moi, il y a une entreprise de melon qui s'appelle Soldiv qui a fermé, il y a 50 emplois sur le carreau. Quand c'est un village de 800 habitants autour, 50 emplois, je peux vous garantir que voilà, c'est énorme, que ce soit pour l'école, que ce soit pour la supérette, que ce soit pour absolument tous les services. Donc 25 milliards d'euros par an. C'est donner les moyens par des investissements publics d'éviter ces fermetures. Si vous prenez par exemple cette entreprise de melon de 50 salariés, eh bien si jamais cet argent, ces 25 milliards, il y en a une part qui sont utilisés par les collectivités territoriales pour soutenir l'entreprise parce qu'il y a eu de la grêle par exemple, ce qui en l'occurrence a affecté ses productions agricoles, ou s'il y a eu, je ne sais pas moi, d'autres phénomènes climatiques difficiles sur une année, des problèmes conjoncturels. Eh bien si les collectivités territoriales viennent en aide par des politiques et des mesures ciblées, j'ai coutume de dire, ça fait rire certains amis en région, mais plutôt que de faire des ronds-points et des dodanes à tire-larigot, peut-être que parfois on ferait mieux aussi d'aider les entreprises locales en région. Et c'est là que l'État est un facilitateur. C'est toujours un homme de gauche qui parle là. Ah mais on peut parler de l'entreprise et être de gauche. En l'occurrence, des libéraux ou des néolibéraux me critiqueraient en me disant écoutez, c'est pas l'État qui crée les emplois, c'est les entreprises. Donc votre argent, monsieur Melun, c'est pas l'argent magique. Voilà ce que me dirait sur le papier, c'est bien et donc il y a effectivement cette démonstration avec un certain nombre de chiffres, sauf que dans la réalité, c'est peut-être plus complexe que ça. 2 points par exemple, Paul Melun. D'une part, pour avoir des industries, ça ne fait pas rêver en fait en termes d'emploi. Et aujourd'hui, on a l'impression que on est obligé d'aller chercher de la main-d'œuvre. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, on va produire plus cher et on sait que évidemment beaucoup de gens vont vouloir s'acheter des smartphones, des écrans, des choses qui vont être produites à l'étranger beaucoup moins cher. Alors, deux choses. Effectivement, rendre l'industrie plus glamour entre guillemets. C'était Agnès Pannier-Runacher qui s'était fait attaquer quand elle avait dit c'est magique une usine. Alors, sans tomber dans cet excès-là, ce qui est vrai, c'est que si jamais vous revalorisez par exemple les bas salaires des gens qui travaillent à l'usine, si vous faites des formations d'excellence, si vous donnez des possibilités d'ascenseur social. Vous savez, jadis, fut un temps, on pouvait rentrer à l'usine comme simple manœuvre, comme simple ouvrier, et puis en ressortir en étant chef de parti, chef de service ou autre. Donc vous voyez, il faut aussi qu'il y ait une possibilité d'évolution au sein de l'usine et qu'il y ait des carrières, des parcours. Vous savez, dans une boîte de conseil, dans une banque par exemple, si vous mettiez tout le monde du début à la fin au premier rang auquel il est arrivé, à un niveau junior, il n'y aurait pas grand monde qui resterait. Les gens restent dans les grandes banques d'affaires ou dans le consulting parce que précisément ils ont une évolution en 10 ans. Pourquoi ne pas faire la même chose avec des ouvriers? Pourquoi ne pas permettre une forme d'évolution? Donc ça peut être par exemple des outils d'attraction, comme une formation d'excellence, une bonne formation à partir du lycée ou après le baccalauréat. Vous voyez, et c'est toutes ces choses-là qu'il faut faire pour attirer les gens. Ensuite, votre deuxième question sur le prix des produits que nous aurions en Made in France, en produire en France, je ne suis pas sûr qu'il soit foncièrement plus cher parce qu'il y a des coûts aussi imputables au marketing, etc., qui sont décuplés et qui font que, eh bien, vous avez une tension des prix entre le prix de construction et le prix de revient. Là, si vous produisez tout au même endroit, vous pouvez aussi mettre en place un certain nombre de choses qui s'apparenteront aussi à du patriotisme économique. Et puis du moment que vous enclenchez un cercle vertueux en réaugmentant les salaires en région, etc., ce sera positif. Parce que si vous regardez l'électroménager, par exemple, souvent beaucoup de gens nous écoutent là peut-être dans leur cuisine. Vous regardez l'électroménager, la plupart, 80% voire plus, de tout ce que vous avez est produit à l'étranger, fabriqué à l'étranger. C'est un bon exemple l'électroménager parce que vous prenez par exemple Seb ou Moulinex qui étaient des fleurons français. Chez moi, ma mère avait, vous savez, un presse-agrumes Moulinex et puis quelque chose pour faire les carottes râpées qui tournait d'un petit moulin. Ça nous a fait à peu près 30 ans le même robot Moulinex. C'était pas le Thermomix, c'était pas des trucs complètement très compliqués en termes de technologie, mais vous voyez, il faisait 30 ou 40 ans. Faudra dire à nos compatriotes, est-ce que vous préférez payer 20 ou 25 euros votre truc pour faire tourner pour les carottes produit en France, mais qui va vous durer 30 ou 40 ans, ou quelque chose fabriqué par les Chinois qui va vous coûter peut-être 9,90 € et qui va vous claquer entre les pattes au bout de 25 jours. Mais c'est la fin de l'obsolescence programmée, c'est plus écologique. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse sur l'industrie. Si vous relocalisez l'industrie en France, ça
ça vous permet de mettre en place des normes écologiques plus intéressantes que ce qui est fait à l'autre bout du monde. C'est socialement, moi qui suis de gauche, beaucoup plus appréciable que de faire travailler des petits-enfants au Bangladesh pour produire ce dont nous avons besoin. Vous voyez, vous enclenchez un cercle vertueux pour la planète parce que les bateaux, les cargos ne se déplacent plus, voire le transport en avion, donc vous faites baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est plus social parce que vous pouvez contrôler la façon dont les gens sont payés, vous avez le code du travail, etc. Et puis, pour finir, c'est plus vertueux pour notre économie, ça fait de la bonne croissance. Mais est-ce qu'il ne faut pas favoriser plutôt l'entrepreneuriat en local, plutôt que de dire attendez qu'une industrie arrive, on sait que le salariat aujourd'hui ça tend à disparaître, c'est ça aussi, c'est d'être autonome. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le problème c'est qu'on a eu une vision de l'entrepreneuriat, et Emmanuel Macron y a contribué, autour de la start-up nation qui était la start-up nation auto-centrée sur Paris. D'abord, c'est un premier problème, qui avait une vision centraliste de la start-up nation, et puis qui avait une vision aussi, vous savez, basée sur les nouvelles technologies, des innovations, moi que je qualifie parfois d'innovation de supermarché, une énième marketplace, vous savez, pour commercer plus vite, etc., avec une application. Bon, toutes ces choses-là. Pour moi, une vraie start-up, une vraie entreprise innovante, elle doit permettre de faciliter la guérison de maladies, par exemple, de ramasser le plastique dans les océans, par exemple. Vous voyez, une vraie innovation intéressante et qui est palpable. Et donc, il faut privilégier ce type d'innovation-là. Et puis ensuite, j'ajouterais que vous pouvez faire des hubs d'innovation, des grappes d'innovation, comme on disait en économie, dans les territoires. On avait essayé de le faire avec Sophia Antipolis à Nice, c'était une bonne mesure, moi je trouve. Et vous savez, dans tout un tas de régions françaises que de vos auditeurs nous écoutent certainement de ces régions-là aussi, il y a des possibilités, des vieux châteaux qui tombent en ruine, des bâtiments publics dans les villes moyennes qui se meurent. À l'intérieur, on peut très bien faire des espaces de coworking, etc., avec la révolution du télétravail. Mais notamment. pour ça, il faudra des formations aussi. Absolument, il faudra des formations. Mais alors là, pour le coup, on a des formations d'excellence. Il faudrait maintenant, pas demain. Bien maintenant. sûr, il faut dès maintenant. Mais nous avons des formations en termes de management d'excellence que je trouve tout de même assez intéressantes pour le souligner. J'ai souvent un discours volontairement, parce que je le pense, pessimiste sur notre pays sur un certain nombre de points. Là, il faut tout de même dire que nous avons un réseau d'écoles de commerce, un réseau d'universités de qualité en France, que beaucoup de d'autres pays nous envient. Et par conséquent, je crois qu'il faut miser là-dessus et qu'il faut aussi communiquer auprès des jeunes pour pas qu'ils partent tous aux États-Unis d'Amérique. Oui, mais moi je vous parle aussi des gens aujourd'hui qui ont entre 40 et 50 ans, dont les métiers tendent à disparaître et qu'il faut reformer maintenant. Ah, bien sûr. Parce que ces gens-là, il faut bien qu'ils travaillent jusqu'à la retraite. Mais ça, c'est la question de la formation tout au long de la vie. Ouais. Et là, il faut faciliter des parcours de formation. Si vous avez 35 ou 40 ans et que vous êtes sur le carreau, que vous avez fait le même métier toute votre vie, que maintenant il est plus possible de le faire. Si on reprend mon entreprise de melon qui a coulé, vous avez fabriqué ça, vous êtes sur le carreau, il faut retrouver du boulot. Mais là, ça peut aussi être de l'entrepreneuriat de proximité. C'est-à-dire que dans ces petits villages, vous savez, les gens sont soucieux du fait que, par exemple, il n'y ait plus de boulangerie dans un certain nombre de villages de moins de 500 habitants, voire de moins de 1000 habitants. On en parle régulièrement. Par conséquent, ce sont des voitures qui passent avec le pain à l'arrière, qui klaxonnent, qui passent 2 fois par semaine, qui en profitent pour apporter le journal, etc. Typiquement, là-dessus, il y a des choses à développer. Je plaide aussi dans le livre pour des maisons de services publics de proximité plus développées, pour des autobus de services publics de proximité plus développés. On a commencé à le faire, il ne faut pas être injuste avec Emmanuel Macron, il a commencé à le faire, mais c'est très marginal en fait. Parce que aujourd'hui, il y a plein d'endroits en France où vous avez à faire plus de 5, 10, 15, 20, 30 km pour aller mettre une lettre à la poste, vous voyez, ce qui est quand même gravissime. Moi, j'en parle souvent avec des personnes âgées, notamment, c'est un désastre. Oui, merci beaucoup Paul Melun. Souverain demain, manifeste pour une France indépendante, écologique et innovante. C'est aux éditions, c'est quel éditeur ? Maribé. Voilà, absolument. Et on aura forcément l'occasion d'en reparler pendant la campagne des présidentielles. Ce sera l'un des thèmes forts. Et donc, on vous entendra de nouveau sur Sud Radio. Merci.